Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine même l'été avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, c'est l'été, je viens de le dire, et c'est le moment de délaisser l'actualité pour reprendre notre souffle. Et Dieu sait que nous en avons besoin, nous et nos auditeurs qui suivons semaine après semaine avec vous les foucades trumpiennes. Pour cet épisode, si vous le voulez bien, nous allons faire un petit détour historique. Nous allons nous intéresser au New Deal, cette grande politique qui a donné son nom à notre podcast. Une grande politique donc très sociale, adoptée par le président Franklin Delano Roosevelt pour répondre à la crise de 29. Nous allons revenir sur sa mise en place, le déroulement du New Deal, mais aussi et peut-être surtout regarder la manière dont cette politique a été considérée par la suite, en bien ou en mal selon les époques et surtout les courants politiques américains. Oui, car une majorité des démocrates actuels vénèrent absolument Roosevelt et le New Deal en a fait son idéal. C'était le cas de Biden pendant son mandat. Mais du côté des républicains, depuis les années 30, on a toujours détesté le New Deal. C'est le moment d'une grande prise en main par l'État fédéral de l'économie et presque de la vie quotidienne des Américains et donc pour les néolibéraux, les conservateurs fiscaux et autres républicains traditionnels, c'est quasiment du communisme. Cette lecture contradictoire du New Deal dans la politique américaine se complique aujourd'hui parce que les populistes autour de Trump défendent une certaine version de l'intervention de l'État dans l'économie. Bon, pas Elon Musk, bien sûr, mais on va y revenir. N'allons pas trop vite. Commençons, si vous le voulez bien, par le commencement, justement. Et rappelez-nous ce qu'a été la crise de 1929. Je vais faire comme dans les manuels d'histoire. Quelles ont été les causes lointaines et les causes immédiates de la crise ? Les causes lointaines, c'est que l'atmosphère des années 20 est extrêmement optimiste aux États-Unis, en Europe aussi, mais cet optimisme est en réalité en trompe-l'œil. L'économie semble aller bien, elle produit beaucoup, mais comme les salaires n'augmentent pas assez, eh bien cette consommation n'absorbe pas la production. On voit aussi aux États-Unis notamment que les agriculteurs sont très endettés et puis le partenaire européen a en réalité une économie très fragile. Ça, c'est pour les causes lointaines. La cause immédiate, c'est qu'il y a une forte spéculation boursière aux États-Unis, appuyée sur cet optimisme qu'on vient d'évoquer, appuyée aussi sur un système financier qui est trop peu encadré et qui permet notamment aux investisseurs de ne fournir qu'une toute petite partie du prix lorsqu'ils achètent des titres. Ça peut aller jusqu'à 10% seulement et ça permet aux particuliers notamment de spéculer en bourse autant qu'ils veulent. Les traders, les agents de change, prêtent le reste. Et tout ceci alimente une bulle spéculative qui va s'arrêter tout à coup. Et alors, cet écroulement brutal se produit en octobre 29, c'est ça ? Oui, les agents de change réalisent que l'argent qu'ils ont prêté ne s'appuie sur aucune garantie. Ils s'inquiètent, ils demandent plus de mise de départ à leurs créanciers, tous les petits particuliers dont on a parlé. Ces derniers prennent peur et décident de vendre leurs titres à perte. Ça commence le 24 octobre, jeudi noir, 13 millions de titres mis en vente ce jour-là, et ça se poursuit la semaine suivante avec le mardi noir, 29 octobre, 16 millions de titres mis en vente ce jour-là. Et là, c'est la panique générale. Oui, on va voir 650 banques faire faillite en 2 mois. Les clients de ces banques voient donc leurs économies, leur épargne disparaître d'un seul coup. C'est donc en effet une panique totale. Cette crise financière va se propager très rapidement à l'économie réelle aux États-Unis et dans le monde, parce qu'il y a du coup une chute de la consommation très violente. Les entreprises cessent tout investissement et licencient massivement. On aura 13 millions de chômeurs aux États-Unis en 1933, c'est-à-dire 25% de la population active. Cette crise économique va être particulièrement dure pour les agriculteurs qui étaient déjà en surproduction avant, mais qui se retrouvent totalement ruinés. Oui, la référence qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Oui, le livre de Steinbeck sort en 1939, il a le prix Pulitzer, et puis dès l'année suivante, 1940, il y a un film de John Ford qui sort avec Henry Fonda dans le rôle de Tom Joad, le héros du livre. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les années 30, après la crise de 29, énormément d'Américains ont connu la faim, c'était vraiment terrible. Et on s'en souvient encore dans les familles. Si vous connaissez des Américains dont les grands-parents, arrière-grands-parents étaient déjà aux États-Unis dans les années 30, il y a toujours des histoires de misère, de frugalité. On est très loin du consumérisme des années 60. Pour voir les choses en positif, ça a quand même inscrit dans les esprits les notions de travail, de solidarité et surtout cette vertu américaine entre toutes qui est la résilience. Alors d'accord pour la réalité individuelle et collective du New Deal, mais pour sa réalité institutionnelle, comment réagit le gouvernement face à ça ?
Pendant la crise de 29, c'est le républicain Herbert Hoover qui est à la Maison-Blanche. Il est quand même resté assez longtemps dans le déni. On le connaît surtout par cette citation « La prospérité est au coin de la rue » qu'il a quand même dite en mars 1930. La situation était absolument désastreuse à ce moment-là. Il a attendu 1932, en pleine campagne pour sa réélection, pour commencer à adopter des mesures, mais c'était trop peu et trop tard. Les élections donnent donc une victoire très large à Roosevelt en novembre 1932 avec 57,5% des suffrages, Hoover de son côté à moins de 40%. Les démocrates vont être au pouvoir jusqu'en 1952 lorsque Eisenhower remporte les élections, le premier républicain. Et alors, donc, arrivée de Franklin Delano Roosevelt à la Maison-Blanche, et c'est là que commence le New Deal ? Oui, à partir de mars 1933, c'est la date de l'investiture à cette époque-là. Plusieurs phases dans ce New Deal. On va commencer par le premier New Deal, c'est-à-dire les premiers 100 jours du printemps 1933 jusqu'à l'été. 15 lois très importantes vont être adoptées. Roosevelt s'est entouré d'un brain trust de penseurs très keynésiens. Keynésien, donc inspiré par l'économiste Keynes, l'économiste anglais, qui est l'économiste de l'intervention de l'État dans l'économie. Et du déficit budgétaire. À noter que Roosevelt lui-même n'est pas un vrai keynésien idéologue, il est plutôt très pragmatique. Revenons à ces 15 lois, elles dessinent 4 axes principaux. Le premier, il fallait bien passer par là, c'est la régulation de la finance, avec la loi Glass-Steagall qui est adoptée en juin 1933, qui va venir mettre un petit peu d'ordre dans cette spéculation désordonnée qui avait conduit à la crise. Il y a aussi un volet monétaire. Le gouvernement organise un petit peu d'inflation pour alléger la dette des ménages, en suspendant notamment l'étalon or pendant quelques mois. Deuxième axe, c'est l'agriculture, avec une grande loi de mai 1933 qui organise la mise en jachère de beaucoup de terres cultivables pour diminuer la surproduction en indemnisant les paysans pendant ce temps-là. C'est le début des Farm Bills, les lois agricoles qui sont votées tous les 5-6 ans encore jusqu'à aujourd'hui. Troisième axe, c'est le soutien à l'industrie avec encore une loi votée en juin 1933. Là aussi, il s'agit de restreindre la production. C'est vraiment le début d'une politique industrielle organisée depuis Washington par secteur, avec notamment la création de la Tennessee Valley Authority, qui va s'occuper de développer cette région avec des barrages hydroélectriques qui vont venir scander le fleuve dans cette vallée. À noter que la TVA, la Tennessee Valley Authority, existe encore aujourd'hui. Oui, c'est la politique des grands travaux mise en place par Roosevelt. Qui va se développer pendant le second New Deal, mais n'allons pas trop vite. Le dernier élément du printemps 1933, c'est le soutien aux chômeurs, avec la création massive d'emplois publics pour construire des logements, pour reboiser. Cette politique s'adresse aussi aux jeunes et beaucoup aux Noirs, ce qui était quand même très particulier à l'époque. Le chômage va retomber à 8 millions en 1935 par rapport, on l'a dit, à 13 millions en 1933. Et comment réagissent les Américains à ce premier New Deal ? Roosevelt fait face à des oppositions politiques, il y a les populistes de gauche et de droite qui veulent aller plus loin. Il y a, à l'inverse, les milieux d'affaires qui sont tout à fait contre ce dirigisme de l'administration. Mais sur le terrain, la situation s'améliore nettement et les électeurs s'en rendent compte. On a donc une victoire électorale très importante des démocrates lors des midterms de novembre 1934. Vous savez que, normalement, lors des midterms, le parti qui détient la Maison-Blanche perd des voix. C'est toujours comme ça. En novembre 1934, c'est l'inverse. Les démocrates gagnent 9 sièges dans chacune des chambres. Il faut quand même le noter. Ce triomphe va se confirmer avec les présidentielles de novembre 1936, où Roosevelt fera 60% des suffrages. C'est vraiment très significatif. Mais n'allons pas trop vite, on reste avec les midterms de 1934. Avec ce succès, Roosevelt décide d'aller plus loin. Et là, on parle d'un second New Deal pour toutes les mesures adoptées au printemps 1935. Là, ça va être beaucoup plus méthodique. L'administration décide d'aller vers plus de justice sociale et plus d'interventionnisme économique. C'est là qu'un welfare state, un État-providence, commence à se structurer aux États-Unis avec des dépenses fédérales totalement assumées. C'est le deficit spending de Keynes qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, quelles mesures concrètes justement ? Il y a d'abord la loi Wagner qui renforce le droit syndical. Il y a ensuite le grand Social Security Act d'août 1935 qui crée le début du système d'aide aux plus vulnérables avec les retraites et l'assurance chômage. Et enfin, la mise en place de la Works Progress Administration, WPA.
C'est une reprise de ces emplois publics pour les chômeurs dont on a parlé tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus organisée. En 1938, la WPA emploie 3 millions de chômeurs aux États-Unis, plus 750 000 jeunes. Ils vont mener des travaux d'infrastructure, cette fois-ci dans tous les États du pays. C'est à eux qu'on doit le Golden Gate Bridge de San Francisco, par exemple. Et si vous permettez, là, je voudrais dire un mot du Federal Arts Project, un projet de soutien aux artistes qui fait partie de la WPA et qui va durer de 1935 à 1943. Ce Federal Arts Project va faire beaucoup de choses, des cours de peinture, des cours de couture, tout ce que vous voulez. On lui doit par exemple des fresques que vous trouvez encore aujourd'hui dans beaucoup de bâtiments publics aux États-Unis, les ministères à Washington, les capitoles dans les États ou même certains bureaux de poste, des fresques qui mettent en scène le travailleur américain dans un style très réaliste, très héroïque, monumental et qui, je trouve, rappelle un peu le style soviétique de l'époque. On a appelé ça le réalisme social américain. Oui, le New Deal a laissé une trace artistique aux États-Unis. C'est un élément qu'on relève généralement assez peu. Mais du point de vue politique, que fait Roosevelt ? Pour terminer ce récit, il faut dire quelque chose de très important, c'est que dans les années 1937-1938, on va voir Roosevelt mettre au pas la Cour suprême. La Cour considérait depuis 1933 que le gouvernement fédéral outrepassait complètement ses droits constitutionnels dans sa politique du New Deal et elle s'y opposait absolument. Eh bien, dans les années 37-38, elle finit par céder. Ces années sont aussi celles d'une troisième étape du New Deal. Après sa réélection triomphale, on l'a dit, en 1936, Roosevelt décide de réduire les dépenses fédérales. Mais il est trop tôt, une nouvelle crise se produit avec un nouveau krach boursier et Roosevelt va rouvrir le robinet des dépenses fédérales en avril 1938. C'est la dernière phase du New Deal avant la guerre. Et alors justement, comment se conclut ce New Deal ? En 1939, le PNB américain est revenu au niveau de 1929. Mais c'est vraiment la guerre qui achève le rétablissement de l'économie américaine parce que la commande publique d'armement poursuit la relance. Une autre conclusion plus large, sur le fond, le New Deal signe vraiment un changement de paradigme complet pour les États-Unis parce qu'il inscrit le rôle de l'État pour cadrer l'économie, notamment la politique industrielle, et soutenir les plus vulnérables dans la société. Ce n'est pas une révolution pour autant, le système capitaliste demeure, il est simplement encadré et régulé. Mais alors comment est-ce que le New Deal est vu et analysé par la suite ? Il y a eu énormément d'intérêt pour cette grande politique américaine dès l'époque même du New Deal. En faisant mes recherches pour cet épisode, j'ai appris qu'il y avait eu un cours à Sciences Po de Elie Halevi, ce grand philosophe et historien français, en 1934 et en 1936, dans son cours d'histoire des idées politiques, il fait une séance sur le New Deal dans lequel il cherche à mettre en perspective cette politique américaine par rapport à ce qui se passe dans le monde à l'époque. Ce qui se passe dans le monde à l'époque, c'est le communisme stalinien et le fascisme en Italie et en Allemagne. Il explique que le New Deal américain est beaucoup moins carré idéologiquement, beaucoup plus pragmatique et surtout beaucoup plus respectueux de la démocratie. Les influences politiques transatlantiques se font d'ailleurs plutôt dans l'autre sens à l'époque. Le New Deal a beaucoup inspiré les responsables français de la SFIO, le Parti socialiste de l'époque. Exactement, pour la mise en œuvre de leur programme pendant le Front populaire en 1936. Poursuivons sur l'héritage du New Deal. Que se passe-t-il après la guerre ? Est-ce que les États-Unis poursuivent ces politiques progressistes ? Oui, les États-Unis vont rester dans l'esprit du New Deal pendant au moins 40 ans. Avant même la fin de la guerre, en juin 1944, ils adoptent la GI Bill qui vont financer les études universitaires des soldats de retour du front. Et puis, dans les années 60, il y aura l'immense guerre contre la pauvreté menée par le président Johnson. Oui, c'est les grandes lois Medicare, Medicaid des années 60. Oui, de 1965. Cet esprit progressiste va rester dominant jusqu'à la fin des années 70. Et ensuite, on verra les néolibéraux de l'école de Chicago prendre le relais sous Reagan. À leurs yeux, le marché doit être laissé le plus dérégulé possible. Ce sont eux qui vont être dominants intellectuellement pendant 35 ans. Même du côté démocrate, parce que, souvenez-vous, c'est Bill Clinton qui a abrogé la loi Glass-Steagall qui cadrait les activités financières. Il l'abroge en 1999. Le New Deal est à l'époque complètement oublié.
On avance dans l'histoire, ce consensus néolibéral va se briser après la crise des subprimes de 2007-2008. Les années 2010 remettent en cause le libéralisme et souhaitent un retour de l'État. On le voit avec le premier mandat de Trump et surtout avec la politique économique de Biden qu'on a appelée les Bidenomics et qui signe le retour des investissements massifs de l'État fédéral. Et qui signe aussi le retour d'une croissance extrêmement saine aux États-Unis, extrêmement saine, mais qui n'empêchera pas Trump d'être réélu, comme chacun sait. Et alors, comment est-ce que l'administration Trump 2 considère l'héritage du New Deal ? Là, il y a quelque chose de très intéressant qui se joue parce que l'héritage du New Deal, enfin la question du rôle de l'État dans la politique économique et industrielle, reflète parfaitement la grande faille qui se trouve au sein du mouvement trumpiste aujourd'hui. On a d'un côté quelques républicains traditionnels qui sont des conservateurs fiscaux, qui n'aiment pas le déficit, et puis surtout les libertariens qui détestent l'État par principe, eux sont tout à fait contre un retour du New Deal. Et de l'autre côté, on a les populistes à la J.D. Vance, le vice-président, ou quelqu'un qui est très influent autour de Trump aujourd'hui, qui est Oren Cass, le directeur d'un think tank qui s'appelle American Compass. Eux sont tout à fait favorables à un certain dirigisme de l'État fédéral en faveur des classes moyennes. Mais alors de ces deux écoles de pensée, qui l'emporte ? On a beaucoup commenté ces derniers mois l'action du Doge qui s'attache à détruire l'administration fédérale. On a aussi beaucoup parlé plus récemment de la One Big Beautiful Bill, cette grande loi qui fait beaucoup de coupes fiscales et budgétaires, notamment dans la redistribution. Donc en première analyse, on n'est pas du tout dans l'esprit du New Deal. Mais l'administration Trump 2 adopte par ailleurs une forme de capitalisme d'État, donc j'ai dit dirigisme tout à l'heure, c'est un terme très français. Elle intervient directement dans l'économie sur de nombreux points. D'abord, il y a toute la politique des droits de douane qui est imposée à l'économie par le président, et là, on n'est pas du tout dans le libéralisme. Et puis par ailleurs, l'administration soutient activement des secteurs stratégiques. Je vous donne plusieurs exemples. Le département de la Défense vient de devenir actionnaire majoritaire de MP Materials, une entreprise qui gère la seule mine de terres rares située aux États-Unis, c'est à Mountain Pass en Californie, évidemment pour un objectif stratégique de contrôle des terres rares. L'administration a également beaucoup investi ces derniers mois dans le secteur de la construction navale pour essayer d'égaler le rythme de production de flottes militaires chinois. Trump veut enfin introduire dans le système américain ce qu'on appelle en français les actions préférentielles, les golden shares, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on vend une entreprise stratégique à un acteur économique étranger, le gouvernement va conserver un droit de regard par le biais de cette action préférentielle. Oui, c'est une loi d'ailleurs qui a été introduite en France par Bruno Le Maire récemment. Je vous donne un dernier exemple du dirigisme trumpien dans ce second mandat. À la surprise générale, Trump a pris récemment une position antitrust contre les géants de la tech. Il mêle patriotisme anti-chinois, populisme MAGA contre les grands oligarques de la tech, maintenant qu'Elon Musk est parti, c'est plus facile, et enfin, protection des consommateurs. À la manœuvre, il faut surveiller Gail Slater, qui est la chef de la concurrence au département de la justice américaine. Alors, les barons de la tech vont bien entendu résister à cette politique antitrust. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Mais alors Trump se réclame du New Deal ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il se réclame du New Deal. En tout cas, il ne mentionne jamais le terme. Et sur le fond, il faut conclure qu'il y a une partie du New Deal qui n'est pas du tout reprise à son compte par l'administration Trump 2, c'est la protection des plus vulnérables, même si là encore, quelqu'un comme J.D. Vance ne serait pas du tout d'accord, parce que lui, il souhaite qu'on protège les classes moyennes, mais c'est pas ce qui est fait avec le One Big Beautiful Bill. En revanche, là où c'est clair, c'est que Trump reprend dans sa politique industrielle beaucoup de choses qui étaient déjà dans le New Deal et surtout dans les Bidenomics. Oui, ça montre bien à quel point la politique de Trump défie une fois de plus toute classification et toute logique facile ou lisible. Je vous remercie Laurence, je rends nos auditeurs à leur piscine, à leur rosée et à leur barbecue. Et je vous dis à la rentrée où je me réjouis de continuer à explorer les États-Unis avec vous. Merci Romain, bonnes vacances à vous et à tous les auditeurs. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.